bienvenue. Merci d'être fidèle à votre rendez-vous Presse Éco, cette tribune qui nous permet donc de revenir chaque semaine sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons donc sur ces sujets-là pour revoir en long et en large de quoi cela ramène. Avec eux, nous allons donc débattre aujourd'hui de sujets au plan national. On va parler de sujets assez tristes. Il s'agit des deux attaques, d'abord dans le nord, au niveau de Titao et de l'Est également avec Kompiambiga. Nous allons donc parler de ces sujets qui sont des attaques assez sanglantes. Et puis nous parlerons également, deuxième sujet, de l'affaire de 12 morts de Tanwal-Bougou. On a eu donc des réactions, la sortie du procureur, la sortie des mouvements des droits de l'homme également. Nous allons donc débattre de ce sujet. Et puis troisième sujet, il sera question de l'arrestation de l'ex-ministre de la Défense, Jean-Claude Bouda, qui est donc incarcéré à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou pour, bien entendu, une plainte du RENLAC. Nous allons donc revenir sur ce sujet. Et puis quatrième sujet, il sera question du Covid-19 avec certaines évolutions, on va dire positives des chiffres, mais également aussi des débats autour de la reprise des classes et du couvre-feu. Et puis dernier sujet en international, c'est la CPI où Laurent Gbagbo et Blé Goudé ont eu des allègements liés à leurs contraintes de mise en liberté. Nous allons donc débattre de ce sujet-là avec mes invités. Vokouma Joacien est directeur de publication de Kasseto.net. Vokouma, merci d'être de retour donc de l'Est, qui a fait un long séjour dans l'Est. On va avoir avec toi certaines informations. Merci d'être sur ce plateau. Et puis Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste. Actuellement, il est cadre donc au ministère de la Communication. Merci d'être sur ce plateau. Et puis juste à côté, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Et enfin, dernier invité, Faustin Évariste Conserbo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci à vous donc d'être sur ce plateau et merci à ceux qui nous prennent en marche. Je rappelle que cette émission est interactive, donc dans la deuxième partie, vous pourrez donc intervenir, donner vos appréciations sur les sujets, mais avant, vous aurez à donc vous appeler, vous inscrire pour que l'on puisse vous rappeler pour prendre votre intervention. Alors, on va donc débuter avec ces deux sujets, ces deux attaques qui suivent et qui sont des attaques assez on allait dire, avec beaucoup de morts. Titao d'abord, sur l'axe Titao-Solé, une attaque sur un convoi de commerçants qui fait 15 morts. Un communiqué du gouvernement donc, évoque la question. Et puis hier soir, donc, on était donc samedi, un marché à Kompiambiga, un marché à bétail qui a été également pris par l'assaut de personnes, d'individus, comme on dit, d'individus non identifiés. Plusieurs sources, l'AIB, qui est l'agence de presse, indique 20 morts. Certaines radios comme Omega évoquent 30 morts. Gouloumou Info, donc, qui est un média local, pas de 54 morts. Oui. Ce sont des événements évidemment tristes. Ce ne sont pas les premières qui ne doivent pas émousser notre indignation. D'autant que ces attaques ont visé des civils. Il n'y a rien de plus lâche qu'aller s'en prendre avec des fusils à des civils qui vaquent tranquillement à leurs occupations. À Titao comme à l'Est, c'est la même chose, dans le marché. Là. Les gens qui viennent tranquillement exposer leurs marchandises, faire des courses, faire des achats, et les gens arrivent comme ça, armés de fusils de guerre, c'est des gros calibres, qui assassinent comme ça en masse les gens et qui repartent. C'est vrai que je suis journée à l'Est. Ce qui se passe là-bas, c'est quand même très préoccupant. C'est très préoccupant parce que quand vous arrivez à l'Est, à Fada, au-delà de 20 km, on vous décourage d'aller au-delà de 20 km. Parce que toutes les zones sont minées et dangereuses. Vous prenez à Nagré, la Tchabouani, Kouaré, on vous déconseille fermement d'y aller parce que c'est très dangereux. Parce que des gens ont pris position, ont occupé les lieux et martyrisent la population. Ce que j'ai eu comme information sur place, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Le plus souvent, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. C'est des gens de localité. C'est des gens qui sont là. Alors, mais justement, la question qu'on se pose, c'est dire que les autorités doivent être au courant qu'au-delà des 20 km de Fada,
il y a des risques, il y a des menaces. Les populations sont donc pris j'allais dire, pris donc sous l'étau de ces terroristes et autres. Est-ce qu'à dire qu'il n'y a rien qui est fait? Si quelque chose était fait, est-ce que de telles attaques dans des marchés bien qu'on connaît assez populeux? Oui, c'est fait, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez, c'est évident. Il y a un député de l'Est, là, il s'appelle Ludovic Tchamblanou, de l'UPC, qui a proposé qu'on fasse une opération au Gapo, pour nettoyer correctement après au Tapoano, là. Et je pense que le gouvernement devrait effectivement regarder de très près ce qui se passe là-bas, parce que c'est extrêmement grave. Vous voyez, il y a comme une sorte de prise en grippe progressive. En étau, voilà, de la ville de Fada. Et aujourd'hui, c'est l'axe Ouaga-Fada qui est tranquille. Voilà, on peut circuler encore que parce que on m'a dit c'est une nationale. Encore que vers Diapangou, on a signalé qui est à 20 km de Fada, Diapangou, on a signalé encore des mouvements là-bas. Donc ça, effectivement, c'est cette région-là, à l'est, en tout cas, il faudrait que le gouvernement fasse un peu plus qu'il ne fait actuellement pour sécuriser la zone et avec le soutien des populations. Parce que, on reviendra au débat sur ce qui s'est passé à Tangwalbogo et tout. Mais les gens se connaissent là-bas, ils savent qui est qui fait quoi. Et voilà, il faut aller sur place et peut-être avoir le courage de prendre certaines décisions. Et peut-être les résultats vont suivre dans le temps. Et est-ce que quand on regarde la description qui est faite, apparemment, il y a comme si l'État a levé le pied, il n'y a pas de sécurisation, de présence. Est-ce que ce qui arrive, ce n'est pas quelque chose d'assez logique qu'aujourd'hui les populations, dans les marchés, dans leurs occupations, dans leurs activités, soient tout simplement massacrées? Non, c'est vrai que ce qu'il vient de décrire, nous-mêmes, je pense, il y a quelques semaines, nous avons essayé d'évoquer cela et on a essayé même de nous dire le contraire. C'est bien que lui, il soit allé, mais quoique, il n'est même pas allé à 40 km de Fada. C'est pire. Mais en fait, ce qui fait vraiment, je ne sais pas, ce qui fait vraiment, qui est très très décevant, c'est que, vous savez que la région de l'Est, je pense, est une région militaire. Je pense qu'actuellement même, ils sont sous couvre-feu, il y a l'état d'urgence, toute la panoplie. Mais avec tout ce qu'on décrit, franchement, il y a des questions sérieuses qu'il faut se poser. Il y a des questions sérieuses. Parce que je pense que Fada ne fait pas plus de... Il n'y a pas plus de 20 villages. Parce que j'avais regardé la semaine passée. Alors, si c'est une région militaire, il y a un problème. Il faut qu'on nous dise c'est quoi le problème. Alors, parce que de certaines sources, auprès de certains confrères, sur place, à Kompiambiga, Pama, on a moins d'une dizaine de kilomètres, il y a un détachement à Pama. Je vous dis qu'il y a un problème et il faut qu'on nous dise c'est quoi le problème. Sinon, ce n'est pas compréhensible que dans un rayon quand même assez restreint, des gens, ça devient no man's land, les gens viennent s'installer, martyrisent les populations. Il a parlé de la collaboration de la population, mais voyez-vous, là encore, je trouve que c'est très bien, mais il faut créer les conditions pour permettre aux populations de collaborer. Parce que si vous êtes dans des zones où il n'y a pas de FDS, les populations sont laissées à elles-mêmes avec les terroristes. Vous pensez que les populations peuvent avoir le choix? Quel choix elles peuvent avoir? Elles ne peuvent pas avoir de choix, elles sont sous contrainte. Parfait, Sylvia. Est-ce que quand on regarde en fait les modes opératoires et les circonstances de tous ces massacres de masse là, on a vu à Titao, c'était un convoi donc, de commerçants, et certainement qui allaient à un marché ou qui revenaient d'un marché. Et de l'autre côté, c'était un marché à bétail. Est-ce que ça doit dire qu'il y a peut-être des mesures à prendre? Est-ce qu'il faut par exemple supprimer les marchés, là encore, ou s'il faut éviter qu'il y ait des déplacements en masse, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faille faire à ce niveau-là? Non, je fais d'abord la remarque qu'il y a comme un changement de stratégie. Parce que quand on regarde, on assiste de moins en moins à des attaques contre des convois de FDS. C'est-à-dire que de plus en plus, on donne l'information que les convois des SES sautent sur des mines. C'est-à-dire que les voies qu'ils empruntent, qu'ils fréquentent sont minées. Mais de moins en moins, on a des commissariats, des gendarmeries, de moins en moins, j'ai dit. Mais on a de plus en plus, effectivement, des attaques contre des civils, contre, en tout cas, les lieux où les compatriotes se rassemblent, c'est-à-dire les marchés,
les convois vers en tout cas les zones où il y a des activités économiques. Et donc ça dit qu'aujourd'hui, certainement qu'il faut revoir un peu la stratégie. Et revoir la stratégie, c'est-à-dire les domaines d'intervention, les stratégies d'intervention des FDS doivent changer en fonction de la fréquence des attaques qu'on a aujourd'hui. Quand on prend effectivement au niveau des marchés, je reviens sur un élément que Vukuma a évoqué ici, c'est-à-dire que on ne peut pas venir attaquer un marché sans que dans la localité, personne n'ait eu l'information. Donc, on revient effectivement sur la nécessité qu'il y ait une meilleure collaboration avec la population. Quand on prend aujourd'hui ce qui a été fait au niveau avec les volontaires, il y a déjà un pas, mais on ne peut pas s'arrêter à ça seulement. C'est vrai aussi que la collaboration, elle nécessite qu'il y ait un climat de confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Quand dans un passé peut-être lointain, le militaire ou le gendarme ou le policier est considéré comme quelqu'un qui vient toujours faire la force, évidemment, il y a des réminiscences. Les gens gardent des images dans leur tête, ce qui fait qu'effectivement, à un moment donné, il faut pouvoir changer ces images. Oui, parfait, oui. En même temps qu'on parle peut-être de la tactique à adapter au mode opératoire des terroristes, oui. Est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui ce sont les populations civiles que ces terroristes-là attaquent? Quel est peut-être pourquoi ce changement donc subitement? Est-ce qu'il y a un message particulier qu'il faut voir? Mais le message, je le vois sur deux éléments. Quand on attaque un marché, ça veut dire que désormais, les populations ne vont plus fréquenter ces marchés. Et donc, sur le plan économique, je pense qu'il y a un objectif qui est atteint. C'est-à-dire essayer de couper, essayer de prendre des mesures pour toucher l'économie locale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si on arrive à un moment donné à toucher les populations à un moment donné, eh bien, il y a la révolte qui va grandir dans la région. Et donc, à un moment donné, on verra de plus en plus de populations dire « nous n'avons plus besoin des FDS parce qu'ils ne protègent pas ». Et donc, vous voyez, c'est ça le problème. De façon insidieuse, on est en train de nous inculquer que nous n'avons plus besoin des FDS parce qu'ils ne peuvent pas nous protéger. Et donc, je pense qu'il faut changer cette donne-là. D'accord. Alors, Ali, je peux ajouter une chose. Les terroristes le font parce que c'est ça le terrorisme, terroriser. Semer la terreur. C'est ça même l'essence du terrorisme. Semer la terreur. Aller s'attaquer à des civils qui sont au marché, c'est quoi l'objectif? C'est tuer et semer la terreur. Et comme il dit, effectivement, faire peur. Et puis, comme il dit dans un deuxième temps, dissuader tous ceux qui seraient tentés effectivement de collaborer avec les FDS. Ça, c'est un message aussi qu'ils envoient. C'est un message qu'ils envoient. Et ce n'est pas... Bon, ça, c'est visible, mais il y a d'autres assassinats de gens ciblés là-bas, des gens que les terroristes ont suivis, ont filés et ont assassinés à des endroits bien précis parce qu'ils avaient des informations selon lesquelles ils avaient donné des informations aux forces de l'ordre et de sécurité. Ça aussi, c'est connu là-bas. D'accord. Oui. Alors, Ali, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi mener la réflexion au niveau, se poser des questions au niveau, par exemple, des opérations qui ont été menées? À l'Est, c'était au Tapuanou, et puis il y a eu Ndofou ailleurs, mais chaque fois, on remarque que l'après-opération, quelques années après ou quelques semestres après, c'est le chaos qui s'installe. Bon, chaque semaine, on se retrouve ici et on parle de la situation dans notre pays en des termes pas très élogieux. On aurait bien voulu parler d'autres choses. Et Vukuma a bien situé le contexte. Il y a des morts et les gens ont changé leur stratégie. Ils attaquent les populations. Ça veut dire que ce ne sont pas des guignols, comme on tente de le penser. C'est des gars bien réfléchis qui mènent une opération à la fois militaire et communicationnelle pour tenter de gagner leur cause. Ceci étant, notre gouvernement a choisi dès le départ l'option militaire face à ces gens. Donc l'option militaire, ils se sont rendus à l'Est, ils ont fait des opérations. Et les gens, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont aussi intelligents. C'est aussi des gens, probablement parmi eux, il y a certaines qui ont aussi des connaissances militaires. Ils ont dû abandonner le terrain.
Donc nos gens se sont fait une balade de santé à l'est. Ils sont revenus faire des conférences disant que le coin est nettoyé. Évidemment, ils ont pu avoir quelques individus qu'ils ont neutralisés et ils sont revenus tranquillement. Et les gens sont revenus se réinstaller à nouveau et ils ont recommencé encore à faire les activités qu'ils menaient avant. Ça veut dire tout simplement que jusqu'à présent, nos forces de défense et de sécurité n'ont pas encore trouvé la méthode idoine pour sécuriser définitivement ces lieux afin que, avant ou après leur passage, les terroristes ne s'installent et ne continuent de terroriser les populations, faire peur aux populations. Ça, c'est la chose. Moi, je pense que c'est l'option militaire que nous avons mis en place qui ne sied pas trop. On aurait pu adopter une autre stratégie pour mieux les contrôler. Moi, j'avais préconisé qu'on ait les deux stratégies, la communication, la discussion avec certaines personnes pour pouvoir avoir la protection des sources de renseignement. Et j'avais dit que pour faire descendre le président Blaise Compaoré, ils ont tout détruit, même le système de renseignement. Donc, quand vous détruisez tout ça, il va falloir reconstruire ça. Et on veut reconstruire nos systèmes de renseignement dans une situation difficile. Donc, évidemment, tous ceux qui essaient de s'approcher des forces de défense et de sécurité pour donner des informations sont vite repérés et sont neutralisés. Donc, pour moi, notre armée n'est pas en mesure aujourd'hui de cadrer l'ensemble du territoire et de protéger. C'est-à-dire qu'ils font des opérations ponctuelles et puis après ils replient bagage. Ils pensent qu'ils ont aseptisé l'endroit, alors que non, les gens sont partis et ils se réinstallent après. Donc, c'est comme le Nord, c'est comme l'Est qui aujourd'hui cause un gros souci à notre population, à notre pays. Il va falloir, à mon avis, revoir notre système de défense et de sécurité. Parce qu'effectivement, les terroristes, ceux qui nous attaquent, eux aussi, ils suivent, ils écoutent, ils communiquent. En s'attaquant aux populations, les confrères qui m'ont dévancé ont si bien dit, ils tentent de créer la terreur afin que les populations refusent totalement de collaborer avec les FDS et afin qu'eux puissent s'installer pour faire ce qu'ils veulent. Donc il y a un désamour qu'ils veulent créer entre les FDS et les populations afin que notre pays ne puisse pas être en mesure de les déloger. Alors, il y a aussi un autre aspect qui revient dans cette approche ou cette stratégie militaire. C'est souvent les exécutions, c'est souvent aussi la façon d'agir des forces de défense et de sécurité qui crée plus peut-être de frustration et qui radicalise plutôt la population. Est-ce que dans le cas par exemple de l'Est, où Boukouma disait que c'est des gens sur place, est-ce que ce n'est pas des victimes par exemple de l'antiterrorisme? C'est vrai quand même que le cas de l'Est est un peu spécifique parce que d'abord on avait toujours dit qu'il y avait des motivations autres que, je ne sais pas, économiques. Il y a plein de questions de redistribution des ressources et tout ça, on a parlé. Souvenez-vous de la forêt de Koukam-Fouanou, je pense, qui avait fait l'objet, qui avait été occupée par des populations de façon illégale, mais les gens savaient très bien qu'il y avait de l'exploitation de l'or. Donc, écoutez, il y a tous ces aspects qui sont liés. Mais, et comme il a dit, c'est vrai que tous les acteurs, parce que généralement, ce n'est pas des grandes localités, il y a la densité même, kilomètre carré n'est pas très... Tout le monde se connaît. Bon, c'est vrai que les actions, en fait, les actions de répression, vous les avez des deux côtés, hein. Les terroristes aussi répriment, bon, les FDS aussi, mais quand c'est du côté des FDS, c'est très mal vu, c'est très mal perçu. Bon, parce que le problème, c'est quoi? La radicalisation, la stigmatisation, c'est que surtout quand on ne connaît pas les critères. Quand on dit oui, bon, c'est des présumés terroristes qui ont été ensuite, on les retrouve morts. Quels sont les critères qu'on a utilisés pour être sûr d'abord, même si c'était des présumés terroristes, est-ce que c'est... Bon, les FDS, ça pose problème quand même un peu. Et c'est vrai, mais moi je pense que le plus grand problème, en fait, qui pose problème pour que la population puisse collaborer, c'est l'absence de sérénité, parce que l'histoire des mines, ça c'est logique. Je pense que tout bon militaire sait que quand vous n'occupez pas votre terrain, celui qui vient, il fait ce qu'il veut dessus. Ça, on l'avait dit ici, hein, qu'il fallait s'y attendre. Ça, je pense. Maintenant, comment on fait? On fait comment? Maintenant, je pense que, les opérations qu'on a citées là, moi je pense que c'était de la communication. Hein. Parce que les gars, d'abord, à grand renfort, ils ne vont pas vous attendre. Il faut d'abord concerter parce que vous savez que c'est des zones aussi frontalières. Donc, peut-être que quand ils savent que vous venez, ils vont aller se planquer de l'autre côté, attendre calmement. Moi, je suis étonné qu'ils disent qu'on a eu quelques-uns. Ça m'étonnerait parce qu'ils ne vont pas attendre que vous venez les prendre. Maintenant, quand vous partez, ils reviennent. Le problème, je pense qu'il faut des présences. À l'Est, le chef d'état-major avait dit que ce sont nos frères, c'est ce qu'il avait dit. Donc, on ne peut pas
parler voilà, non, mais même donner ça, ce il faut, bilan une humain. présence, il faut une présence massive et effective de FDS sur ces zones-là. Moi, je serais même d'avis, il y a certains camps qu'il faut renvoyer là-bas, il faut, même les gendarmes, moi je sais, on fait des recrutements, Yali a parlé de stratégie, on ne peut pas déballer tout ici, mais on sait comment faire aussi, il faut que les terrains soient occupés, réoccupés, et apporter un sentiment de sérénité à la population pour qu'elle puisse être à mesure de travailler avec les FDS, sinon ce n'est pas possible. D'accord. Parfait. Moi, je voulais ajouter quelque chose, ce que Chose a dit. Par exemple, quand on parle des marchés, les marchés dans ces endroits-là ne se tiennent pas tous les jours. C'est une fois ou bien 2 fois dans la semaine. Donc, nos forces de défense et de sécurité connaissent comment elles ne peuvent pas sécuriser un marché qui va durer, je ne sais pas, une journée. Et qu'on rentre dans le marché, on tue. Donc, ça veut dire que quelque part, eux aussi, ils ont levé les pieds. Deuxièmement, leur action, je pense que même si c'est légitime, leur lutte contre les terroristes, même si c'est légitime, la méthode de lutte n'est pas acceptable. Dans un État démocratique, c'est difficile. Je dis ça, c'est assez difficile. On parle des populations. Ceux qui ont lu Ulysse et les Cyclopes voient bien le Cyclope qui faisait face à un individu et que le gars a réussi à le blaguer et puis lui a pointé un bois dans son œil. Et quand les autres Cyclopes arrivaient, ils ont demandé « Qu'est-ce que tu as, mon frère ?» Il dit « Non, c'est personne. » Les autres Cyclopes ont dit « Mais si c'est toi, avec toi-même, on n'y peut rien, il faut invoquer les dieux. » Ceux qui ont lu Ulysse et les Cyclopes voient la situation. Donc c'est cette situation qui se trouve au Burkina Faso. C'est nous-mêmes contre nous-mêmes. Ceux qui se battent contre nous sont nous. Ce sont nos frères. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major des armées, le général Minougu, qui dit que ce sont des frères. Donc quand des frères se battent entre eux, on se connaît tous, on sait qui fréquente qui. Donc il faut travailler à rapporter la sérénité, à éviter les stigmatisations. Et c'est pour ça que dès le début, moi j'ai dit que l'option militaire utilisée n'est pas la bonne. D'accord. Et alors, les résultats parfait. sont là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il fallait, tu l'as dit, il faut changer peut-être la tactique, etc. Comment on change une tactique quand, par exemple, des militaires ne peuvent pas se déplacer sur 10 km pour secourir une population qui est attaquée? Parce que crainte qu'il y ait des terrains étant minés, de crainte d'être tout simplement piégés. Non. Comment on peut adapter? Non, c'est pas parce que le terrain est miné qu'on ne peut pas s'y rendre. Je pense qu'il y a... On a dans notre armée des spécialistes de déminage aussi. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait... Le temps qu'on va prendre pour déminer une voie avant d'atteindre... Mais c'est le seul moyen d'occuper le terrain. Si vous ne déminez pas, vous ne pouvez pas occuper le terrain. Oui, mais je veux dire, tout ce qui est fait déjà à l'Est, parce qu'il y a des troupes qui sont à l'Est, qui font des opérations et tout. Mais, comme l'a dit Joassin Vokouma, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut encore accentuer la pression. Il faut que toutes les zones qui sont occupées là, que désormais, quand on va faire une opération, qu'on puisse effectivement occuper le terrain et que l'administration puisse y revenir. Parce que c'est ça aussi le gage, c'est ça aussi le sentiment de sécurité, de confiance que les populations doivent avoir. Si, à la suite d'une opération, le préfet ou le maire revient, il fait 2 jours, après il revient, on va s'asseoir, mais vous croyez que la population va avoir quel sentiment? Il dit, vous le maire, vous venez vous planquer à Ouaga et vous nous laissez. Bon, là aussi, c'est pas... Il y a aussi un aspect peut-être qu'on en parle, mais pas suffisamment trop, ou qui n'est pas trop d'en parler toujours, c'est aussi le moral des troupes, le matériel, etc. C'est aussi une question aussi importante, des moyens. On en parle toujours, mais quand vous approchez très souvent, les informations qui sortent, c'est que les moyens ne sont pas souvent donnés. Bon, je n'ai pas d'informations précises sur ce point-là, sur les moyens, mais quand je regarde les moyens qui ont été débloqués au niveau de l'Assemblée nationale, en tout cas, des moyens financiers... Oui, mais est-ce que ces moyens atteignent la base? Est-ce que les soldats, parce qu'il y a plusieurs fois, on a vu des questions du genre, la qualité même des armes, mais aussi les financements, les indemnités, etc. Il y a plusieurs problèmes liés à tout ça. Est-ce que ça ne joue pas aussi contre l'efficacité des troupes sur le terrain? Bon, peut-être, mais bon, je n'ai pas d'informations sur ce cas précis. Pour répondre, pourquoi pas? C'est possible que des gens n'aient pas, soient démoralisés, n'aient pas envie vraiment de se battre parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Ça, je ne sais pas si c'est le cas à l'Est et ailleurs. Mais ce que je voulais ajouter, à l'Est comme ailleurs, vous savez, c'est un cancer, c'est comme un cancer, ce qui se passe.
Et vous savez, quand une personne est victime du cancer, on ouvre le corps, on coupe la partie cancéreuse, on l'enlève. Mais il y a des corps dont les hormones sécrètent des cellules cancéreuses après. On est exactement dans la même situation. C'est-à-dire vous coupez 4 têtes de terroristes, et le corps social la sécrète encore d'autres têtes. Même la chimio et la radiothérapie n'arrivent pas toujours à tout éliminer, à tout écraser complètement. C'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que le combat là-bas est très complexe. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est très complexe, et d'autant plus qu'il faut, comme disait Ali, il faut utiliser aussi, il faut respecter le droit. Dans un état de droit, il faut combattre des gens qui sont contre le droit, qui agissent contre le droit, qui n'ont rien à foutre du droit. Vous comprenez? On va peut-être en parler qui sont hors la loi. Et comment on fait? Comment on respecte les droits de l'homme en combattant des gens qui sont contre les droits de l'homme? C'est toute la complexité de cette question. Ah oui, c'est toute la complexité. Et quand on ajoute à cela le fait que dans le corps social même, il y a des mécanismes sociaux qui sécrètent le terrorisme, ça rend un peu plus compliqué, parce que ce n'est pas des gens qui viennent ailleurs. Faut qu'on le sache. Ce n'est pas des gens qui viennent ailleurs. Ce n'est pas des terroristes qui quittent. C'est vrai, peut-être, d'autres sont repliés dans les pays voisins quand ils sont traqués. Et quand ils sont traqués ailleurs aussi, ils replient. Mais dans le cas de l'Est, en tout cas spécifiquement, c'est beaucoup plus de gens de la localité, merci. Des fils et des filles de la région là. Ce sont eux qui mènent ces opérations terroristes. C'est pour dire que la question des frontières est importante, même sur je pense que c'est faire frontière avec le Mali. Et il semble que les gens viennent d'ailleurs, ils font ce qu'ils ont à faire et ils repartent. Donc, et je pense que vraiment la situation dans laquelle nous sommes est très très dramatique. Dramatique parce que nous avons laissé le cancer s'installer en fait. Maintenant, il va falloir déployer beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour pouvoir avoir des résultats. Une minute, je voulais apporter un peu d'eau au moulin de ce qui... Quand on parle des forces de défense et de sécurité qui doivent impliquer... Moi, je voudrais savoir, à l'Est comme au Nord, qu'on nous dise quels sont les militaires qui sont là-bas, quel est leur grade. Parce que je sais généralement que quand un général est quelque part, ce ne sont pas des caporaux, des quoi qui sont autour de lui. C'est des colonels, c'est des capitaines, c'est des... Maintenant, si au Nord, vous prenez des gars qui sortent de centres de formation de l'armée ou de la gendarmerie, il est peut-être, à cause des études, il a le grade de lieutenant ou de capitaine, mais il n'a pas l'expérience. Voilà. Donc, si nos généraux sont assis à Ouagadougou, nos colonels sont assis à Ouagadougou en train de se pavaner, alors qu'ils devaient s'installer, faire des états-majors, des postes de contrôle là-bas efficaces, autour pour aider les jeunes qui se battent sur le terrain, à leur donner les stratégies. Donc on a vu dans d'autres pays comme au Niger, au Tchad, où c'est... On a vu même Idriss Déby qui était... Oui, on a vu Idriss Déby, même si c'est de la communication, même s'il faisait de la com, on l'a vu sur le terrain en train de, avec des cartes, en train de montrer que lui, président, il est quand même général, il est sur le terrain. Bon, mais si nos gars sont ici dans les 4x4 rutilantes bien climatisées, à rouler les mécaniques, et qu'on laisse les enfants là-bas, mais on n'est pas loin des bavures qu'ils commettent chaque jour. Ça, c'est pour D'accord, dans tous les cas... Ils font ça pas parce qu'ils veulent le faire, mais ils font ça à leur corps défendant. On estime que l'armée, les officiers supérieurs et généraux doivent savoir ce qu'ils font, qu'ils ont la responsabilité de la sécurité, de la défense du territoire. Alors, on continue sur notre second sujet, qui est, lui, judiciaire. Il s'agit de l'affaire des 12 morts de Tanwal-Bougou. Donc, les vagues continuent. On a vu le procureur du Faso près la cour, le tribunal, le TGI, donc le tribunal de grande instance de Fada, qui est sorti, donc qui a fait une déclaration qui a suscité d'autres réactions, parce que apparemment cette déclaration qu'il a appuyée sur des témoignages de co-détenus de ces 12 morts, et également sur le constat fait par l'infirmier de Tanwal-Bougou, je crois. Tanwal-Bougou, je crois, à ce niveau, la question qui était centrale, c'était est-ce que ces personnes avaient été exécuté avec une balle dans la tête. Apparemment, c'est un fait que la déclaration du procureur balaie du revers de la main. Oui. Il n'y a pas eu donc de tuerie à balle, sur la base en tout cas de ce que l'infirmier dit et de ce que les co-détenus, 3 co-détenus ont témoigné. Oui, il y a 2 semaines, j'avais dit ici que si nous avons dans notre armée des gendarmes capables d'aller interpeller des
des gens dans un marché, les tuer, les amener à la brigade et d'appeler le procureur pour qu'il vienne constater, ça veut dire que nous sommes en danger. Et je maintiens ma position en disant qu'il vous faut juste consulter un spécialiste en balistique, vous lui demandez si quelqu'un reçoit une balle d'une arme de guerre dans la tête, comment la tête va fonctionner. Et la tête là va exploser. Ça, vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste, il vous dira. Moi, j'ai consulté des spécialistes qui me l'ont dit. Et je dirais ici, je suis encore étonné que le maire de Dori le dise, qu'il a vu des corps avec des balles. Mais ce n'est pas possible. Demandez au maire, le maire de Dori, est-ce qu'il a pu voir le corps de son cousin dont tu parles? Vraiment. Le maire de Dori a affirmé qu'il a, lui, vu la tête effectivement, de son cousin qui était écrabouillé. je me pose la question, s'il avait vu un corps avec une balle dans la tête, cette tête-là, il n'aurait pas vu. On n'est pas au cinéma ici, hein, où tu vois un petit trou sur la tête de quelqu'un. Non, pour dire que pour le corps, pour la question. Laissez-moi terminer. J'apporte des informations. Non, je vais terminer. Il y a des personnes qui sont mises en cause qui ne sont pas ici. J'apporte les informations également. Non, je vais finir mon analyse. Il a été dit, il n'a pas été dit. Je ne vais pas. S'il te plaît. Je vais finir mon analyse avant que tu n'aies pas. Je t'apporte des informations. Non, j'ai des informations. De ceux que tu accuses de dire des choses pas vraies. Le maire de Mansilla, donc ils ont reconnu leurs parents à partir de ses habits. Voilà. Loukman, j'ai dit, je continue en disant que dans cette question-là, il faut que chacun soit responsable. Le procureur, c'est une personnalité de cette République qui, sur la base d'un certain nombre de témoignages, sur la base d'un certain nombre de faits, a fait des déclarations. Et donc, je pense qu'on a tous intérêt à ce qu'il y ait la vérité sur cette question. Maintenant, j'ai dit, quand le procureur arrive à la fin, il fait l'analyse, il dit, il ne peut pas dire que ces personnes ont été tuées, mais il faut que le procureur nous dise de quoi ces personnes sont mortes. Et ça, c'est une préoccupation essentielle pour les familles. Justement, la question est revenue parce que les organisations de défense des droits de l'homme et le collectif contre l'impunité et l'estimation des communautés a fait une déclaration dans laquelle il y a des questions qui sont posées, par exemple, sur exactement le sang donc, qui avait taché les linceuls et tout ça, et également sur l'autopsie que le procureur dit, par exemple, ne pas pouvoir, en tout cas, n'avoir pas été être faite par les médecins qui ont estimé que les corps étaient décomposés. Donc, c'est ça aussi des questions qui sont là. Oui. Par exemple, sur la question de l'autopsie, j'ai cru comprendre dans la déclaration du procureur que ce n'était pas encore... l'autopsie, c'est-à-dire qu'on n'a pas totalement balayé l'autopsie. C'est-à-dire même aujourd'hui, on peut continuer à faire l'autopsie. Et j'ai dit, il faut qu'on puisse utiliser tous les moyens nécessaires pour arriver à la vérité sur cette affaire. Parce que nous avons des familles qui effectivement souffrent aujourd'hui de la perte de leur être. Si on dit qu'ils n'ont pas été tués, comme veulent le faire croire les organisations, mais il faut qu'on puisse effectivement arriver à la vérité sur cette affaire. Et pour moi, ça c'est important. Même aujourd'hui, tous les autres moyens, c'est-à-dire que l'autopsie ou bien tous les autres moyens qui sont possibles doivent être explorés pour qu'on puisse savoir de quoi effectivement ces personnes sont décédées. Merci. Mais seulement à la décharge donc, du député maire Aziz Diallo, concernant leur cousin, il a été reconnu par ses habits qu'il portait. Donc ce n'est pas la tête qu'on a regardée pour savoir qui c'est lui ou pas. Juste pour préciser ça, ils ne sont pas là pour se défendre. Oui, moi je ne peux pas rentrer dans une fausse polémique. Hein. Il faut être clair, il faut le dire. Le procureur a été très honnête parce que tout ce qu'il a dit, il ne dit pas que lui-même, il détient cela d'une certitude qu'il a vu lui-même. Voilà. C'est des témoignages. Je trouve qu'il est honnête. On ne peut pas rentrer, il a dit voilà, il a fait des recoupements. Il a fait des témoignages. Et en plus, moi, ce qui me conforte, moi, dans ma position qu'il y a une bavure, c'est que c'est vrai, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des présumés terroristes. Et si ces gens étaient vraiment réellement des terroristes, ça veut dire qu'on aurait eu des éléments de preuve qu'on allait montrer à la presse et saisir. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Non, en pareille circonstance, normalement, quand on communique, quand le procureur apporte des éléments, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu d'éléments, donc on est fondé de penser que ce sont des présumés terroristes. Donc ils devaient faire l'objet d'un procès
en règle, et à l'issue du procès, on devait savoir. Mais on comprend aussi la passion, on comprend ce qui a pu aussi pousser. Moi, j'étais un des rares à dire qu'il ne fallait pas supprimer la peine de mort. Parce que oui, dans notre pays, on fait croire aux gens qu'on ne peut pas tuer légalement un terroriste. C'est ça. Même aux États-Unis, on exécute des gens. Mais maintenant, vous enlevez la peine de mort pour venir faire pire. C'est ça qui est très... Mais au moins, si on avait maintenu... Quand on suit un peu la loi, quand on suit un peu le... Non. Quand on suit les éléments donnés par le procureur... C'est des exécutions Vous sommaires. n'avez pas la preuve qui a été exécutée. Quand on Ah regarde... bon? Non. Et vous avez la preuve qu'ils n'ont pas été exécutés. Je n'ai pas la preuve. Mais Vous voilà. n'avez pas la preuve. Mais on en est dans les débats. Quelle est votre On est preuve? dans Vous les avez dit débats. qu'ils ont été exécutés. On Donnez-nous est la dans les preuve. débats. On est dans les débats. Où sont vos Le preuves? procureur, à l'issue de ces investigations, dit que lui-même, il est incapable. Il a dit que lui, il est incapable d'affirmer ou de ne pas affirmer. Ils disent qu'il faut des enquêtes plus approfondies. Vous avez entendu, non? Oui. Enquêtes plus approfondies. Oui. Et on refile ça à la justice militaire. Alors, donc, on est vraiment... C'est le comble. Le procureur ici, dans les éléments qu'il donne suite à ces différentes enquêtes, ne précise pas qu'il s'agit effectivement de gens, des présumés terroristes qui étaient vraiment dans une situation qu'on pourrait qualifier de suffisamment grave pour qu'ils soient peut-être morts. Parce qu'il ne dit pas qu'on les a vus avec des armes, etc. Mais mieux il affirme qu'ils ont été pris dans des lieux publics, au marché, etc. Penchago. Oui, bon, je pense que c'est lorsque la section du MDHP de FADA demande la création d'une commission d'enquête internationale pour faire la lumière sur cette affaire-là. Je pense que c'est la position qui me semble la plus appropriée. Parce que, comme il a dit, le procureur a été honnête. Il a dit ce qu'il sait de cette affaire. Et il a dit que lui ne peut pas dire qu'ils ont été tués par balle. Il a dit ça. Il ne peut pas le dire. Il n'a pas les éléments pour le dire. S'il n'a pas les éléments pour le dire, et qu'on veut lui faire dire ce qu'il n'a pas envie de dire, c'est qu'on veut l'obliger à mentir. Oui, mais est-ce que également aussi les enquêtes du procureur sont des enquêtes assez poussées? Bon, quand effectivement, j'ai vu que trois témoins ont donné on dit ci, on dit ça, alors que c'est des gens qui ont été donc, comment on appelle ça, qui ont parlé peut-être avec sous pression, on leur a peut-être stocké des aveux parce qu'ils sont détenus. Et c'est encore la gendarmerie qui a recueilli ces témoignages. Bon, est-ce que ça aussi, ce n'est pas pour le procureur, c'est pas trop s'accorder sur des choses qui... Bon, le problème, c'est que quand il y a ce genre de choses, c'est la gendarmerie aussi qui fait les enquêtes. Bon, il se trouve qu'en l'espèce, la gendarmerie est juge et partie, est soupçonnée d'être impliquée en tout cas dans ce qui s'est passé et que c'est elle aussi qui doit faire les enquêtes. Donc, forcément, on peut supposer qu'elle ne va pas arriver à des conclusions qui vont la mettre en cause. Mais est-ce que le procureur n'accorde pas foi à ça quand il le dit? Lui-même, il le cite comme étant des sources. Est-ce qu'il n'accorde pas une foi par là? Oui, mais quand vous allez en province, le procureur travaille avec qui? Il travaille avec les gendarmeries, avec les policiers. Ce sont ses collaborateurs de tous les jours. Les OPJ. Voilà, quand quelque chose se passe, il leur dit il faut faire une enquête, il lui ramène les éléments. Et c'est sur la base de ça qu'il se prononce. Alors, s'il se met à remettre en cause ce que ses collaborateurs, les OPJ, lui apportent comme élément, il faut que lui-même porte la tenue et qu'il aille sur le terrain pour faire l'enquête. Dans ce moment-là, dans ce cas-là, il y a une confusion des rôles. Moi, je comprends parfaitement que, effectivement, la position du procureur, ce qu'il a dit, suscite des critiques, suscite des réserves et la colère. Je suis tout à fait d'accord, c'est compréhensible. Mais moi, je ne vais pas l'obliger à dire ce qu'il n'a pas vu et ce qu'il ne croit pas être vrai. Voilà. Je veux dire, c'est ça qui est tout le problème aujourd'hui entre la vérité dite par le procureur et ce que les gens pensent que c'est la vérité, mais qu'il est en train de cacher. D'accord, parfait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est important ici. Quand on regarde ce qui se passe, il y a aussi la douleur des familles qui est là. Quand du jour au lendemain, vous apprenez que votre frère ou votre père a été arrêté dans un marché, dans une opération antiterroriste, et qu'on l'a ramené dans une brigade, et du jour au lendemain, vous apprenez qu'il est décédé. La première question, c'est de savoir de quoi il est décédé. Voilà pourquoi je dis, il faut que le procureur continue la recherche de la vérité. Si la base
des premières constatations, des premiers témoignages, il dit qu'il ne peut pas affirmer qu'ils ont été tués, qu'ils ont été exécutés. Mais de quoi ces personnes sont mortes? Nous avons le droit, les familles ont le droit de savoir. Voilà pourquoi j'ai dit, tous les moyens doivent être explorés afin qu'on puisse savoir. Par exemple, vous avez évoqué le fait que les linceuls étaient couverts de sang. Il y a bien une explication scientifique à ça. Il faut bien qu'on puisse nous dire pourquoi les linceuls étaient tachés de sang. Il y a bien une explication. Il faut que les familles puissent être soulagées de savoir, voilà, les conditions dans lesquelles elles ont été gardées, qu'est-ce qui a provoqué la mort de ces personnes. Ali, très rapidement, on a vu qu'au terme de tout ça, le procureur finit par certainement se rappeler que ce dossier était un dossier plutôt qui appartient à la justice militaire. On se pose la question, pourquoi dès le début, connaissant le fait, et l'ayant qualifié comme étant une infraction certainement militaire, il n'est pas confié tout de suite à la justice militaire pour passer au temps de communiquer. Évidemment, il s'est approché du dossier beaucoup plus proche. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas la capacité, il n'a pas la compétence pour juger de cette affaire, puisque c'est une affaire qui implique des militaires, notamment des gendarmes. Il y a une justice militaire et il s'est dessaisi. Ça aussi, ça fait partie de leur droit. Il peut se dessaisir pour dire je ne suis pas en mesure de juger cette affaire. Il s'est dessaisi et il refile la patate chaude à la justice militaire. Voilà. Donc, et les militaires ne peuvent pas se débiner sur cette question. Ils sont obligés de faire les enquêtes normalement et de nous dire exactement ce qui s'est passé. Ceci étant, Vokouma a dit quelque chose de très important. Nous avons face à des gens qui utilisent des méthodes non réglementaires pour se battre. Des terroristes, ce sont des bandits dont leur but, c'est de terroriser les populations. C'est des criminels. Ce sont des bandits de grand chez moi. Les criminels sont des bandits. Mais si tu veux, ce sont des criminels pour te faire plaisir. Ceci étant, tout ce qu'ils font est condamnable sur toute la ligne. Cependant, face à eux, nous avons une armée républicaine, des gens formés, qui ne peuvent pas, même quand on te prend, tu as tué 10 millions de personnes, on te prend, on ne t'exécute pas. On te donne à la justice juge et la justice prononce la peine. Ce ne sont pas des justiciers, les gendarmes, les militaires et les choses ne sont pas des justiciers. Ce sont des hommes bien formés qui font leur travail selon les règles. Quand vous prenez quelqu'un, vous rassurez que cette personne se retrouve dans de bonnes sécurités de détention. Dans certains endroits, on envoie même des médecins et des infirmiers pour regarder est-ce que ce monsieur, il est dans... C'est vrai qu'à Fada et dans l'ensemble du pays, c'est difficile. Ce que je suis en train de dire, ce sont les normes. Est-ce que ça, c'est pas plus la théorie quand on Mais c'est pour ça qu'il dit que ce sont les normes. Surtout dans une guerre de gens où voilà. on attend même des gens dire qu'il n'y a pas de guerre propre. Oui, ça c'est une façon... que la guerre est sale. C'est ceux qui disent ça pour se débiner. Parce qu'il y a les crimes de guerre. On poursuit les gens aujourd'hui pour crimes de guerre. Donc, à la guerre, il y a quand même des règles. Quand quelqu'un lève la main, on ne tire pas sur lui. Quand quelqu'un n'est pas armé, on ne tire pas sur lui. Quand vous prenez les prisonniers, vous avez le droit de leur donner à manger, à les soigner, à les juger. D'accord. Maintenant, ils ont pris des gens qui les ont exécutés ou pas, présumés. Ils ont pris des gens qui les ont exécutés ou pas. Il se trouve que ces gens-là sont morts dans leurs bras. Donc, ils portent la responsabilité de la mort de ces gens. Maintenant, par rapport à la peine de mort, non, on ne va pas enclencher un débat sur la peine de mort. Non, je n'enclenche pas un débat. On va avancer sur le débat concernant Tawalbougou. Oui. Le débat sur la peine de mort est déjà passé. Le Burkina a ratifié. Donc le Burkina a ratifié. Abolitionniste, le Burkina abolitionniste. On ne va pas revenir sur ça. On pourra peut-être ailleurs. Je voulais parler. Je voulais qu'on évoque. Il faut expliquer aux gens. Oui, mais on va détourner le sujet. La peine de mort. Juste une minute. Il y a bien un lien. On a enlevé la peine de mort alors que c'était un instrument qui servait. Moi, je suis contre la peine de mort. Je suis pour la peine de mort. Je suis musulman. Dans la charia, il y a la peine de mort. Je connais la charia. Si tu as tué quelqu'un, on te tue. Oui. Bon. Ils ont enlevé. Mais maintenant, en tant que on juge. Il y a des règles, on juge. Ici, c'est quoi? On a enlevé la peine de mort parce qu'on voulait extrader François Compaoré. C'est tout. Et aujourd'hui, on a un instrument qu'on a enlevé
Et maintenant, Deuxième on se cache question dans par la nuit, rapport on à ça. tue les gens. C'est exactement ça. Voilà, Parlons donc c'est ça. de la J'ai dit, marche. on se cache, Ali, on se cache, on tue les Ali, gens dans le si noir, la marche- et puis on sort, on dit voilà, nous. Non, non, ça Les peut pas populations marcher. de pays Tanwalbougou où il y a plus ont marché. d'assassinats, c'est aux Il y a eu une États-Unis marche des et à la Mais populations. à la peine de mort, eux, on te tue. Quand on te prend, on te tue. On avance Il y a la sur chaîne électrique. Tanwalbougou, il y a eu Il y a les la chaîne populations électrique qui ont là-bas. marché au niveau du gouvernorat donc, de centre, de l'Est, pardon. Ils sont venus donc manifester devant le gouvernorat pour demander plus de sécurité. Ils ont demandé d'accroître l'effectif donc des gendarmes ou des FDS sur place. Également, ils ont demandé aussi d'accroître le nombre des volontaires, etc. Est-ce que cette façon de manifester, entre autres, qui concerne la sécurité qu'ils demandent, ce qui est normal, mais en même temps, quand ils disent, par exemple, qu'ils ne veulent pas d'affectation, disons qu'ils ne veulent pas de sanctions, par exemple, des gendarmes qui sont ici mis en cause, est-ce que c'est pas, pour certains, il y a comme une sorte de manipulation politique derrière tout ça? Ben, je ne saurais dire s'il y a une manipulation ou pas, mais je trouve les préoccupations des populations bien justifiées. Parce que, rappelez-vous, ça doit être la 4e ou la 5e fois que la brigade de Tanwalbougou est attaquée et les gendarmes se sont toujours bien défendus. Donc, quand vous regardez un peu ce qui se passe là-bas, vous savez que effectivement, on a une brigade de gendarmerie qui a subi énormément d'attaques et qui, en tout cas, à plusieurs reprises, a pu repousser ces assaillants. Et ils évoluent dans un milieu hostile. Donc, je pense que c'est quand les populations regardent un peu cet environnement-là qu'ils ont tendance à dire l'État doit faire davantage pour elle. Là. Mais j'ai dit, l'État... Mais en même temps, ils demandent aussi qu'on n'affecte pas les gendarmes qui sont sur place. Comme vous dites qu'on ne les sanctionne pas, etc. Il y a un soutien quelque part. Non, mais... Est-ce que c'est dans cette situation où il y a des mis en cause, où il y a des enquêtes, quand c'est dit comme ça? Ça, si aujourd'hui la justice a saisi de l'affaire, que la population le veuille ou non, cette affaire ira jusqu'au bout de son terme et on va pouvoir déterminer les responsabilités. Donc, qu'elle demande que les gendarmes ne soient pas affectés ou pas, ce n'est pas ça forcément qui va jouer sur l'issue du procès. Moi, je dirais, les populations de Tanwalbougou ont un ressenti, elles sont sorties manifester, mais en même temps, elles sont comme le porte-parole des autres populations du Nord, de l'Ouest et du Sud. C'est ça qui est le plus important. Oui, moi j'étais déjà parti quand la manifestation a eu lieu. J'ai eu l'impression même que ça a surpris les autorités locales. Parce que vu le nombre de manifestants, c'était impressionnant. Moi j'ai vu les images et tout. Et j'ai vu aussi, ce qui m'a quand même un peu choqué, c'est que ces gens seraient manipulés. Parce qu'ils ont demandé, ils ont apporté leur soutien à la gendarmerie. Ils ont demandé qu'on n'affecte pas les gendarmes, mais qu'on ramène encore, qu'on renforce l'effectif, la gendarmerie et des forces de l'ordre dessus. Mais quand vous discutez, quand vous allez dans la zone et que des gens demandent ce genre de soutien, mais je ne comprends pas comment on peut mettre en doute leurs préoccupations. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Oui, mais est-ce que les populations ont besoin de dire, par exemple, aux autorités de ne pas affecter des gendarmes? Non, ils ont. Est-ce qu'ils ont besoin de le dire? Oui, mais parce qu'ils les connaissent. Ils les connaissent. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font pour eux. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des gens dans la zone qui veulent que la gendarmerie disparaisse. Oui. Il y a des gens qui veulent que la gendarmerie disparaisse. Partent de la zone. À ce moment-là. Qui sont ces gens-là? C'est des gens aussi de Tanwalbougou? Oui, évidemment. Et à ce moment-là, ils vont s'organiser entre eux pour assurer leur sécurité. Il y a des gens qui veulent ça là-bas. D'accord. Donc c'était plutôt revendiquer que... Vous comprenez? Donc quand les gens viennent à Fada demander comme ça sur la place publique que les effectifs soient renforcés, que la gendarmerie, ils ont même apporté le soutien au commandant de brigade là, qui est là-bas. Parce qu'ils le connaissent, ils savent le travail qu'il fait là-bas. Et moi qui suis à 200 ou 300 km d'ici, je ne vois pas comment je peux mettre en doute quelqu'un qui vit au quotidien des problèmes de sécurité, des problèmes d'insécurité, qui ne sait pas si demain, en se réveillant, il va pas trouver sa femme ou son enfant égorgé. Parce qu'il n'y a pas que des balles qu'on utilise pour tuer des gens. On égorge des gens là-bas, comme des poulets. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? D'accord, merci. Oui. Ali? Bon, moi je suis content que les populations de Fada et de la région là se réunissent massivement pour demander à ce qu'on garde les forces de défense et de sécurité dans ce coin. J'espère qu'elles ont compris maintenant que Django et sa bande de Korolero ne peuvent rien faire pour eux et que ceux qui peuvent faire le travail pour eux, ce sont les
forces de défense et de sécurité que nous avons toujours dit qu'il faut que l'État mette à la disposition des forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Les colons n'ont jamais été présentés comme une alternative. En même temps aussi, c'est à la fois intriguant que ce soit les populations qui veulent demander dans ce moment-là que l'État vienne avec des forces pour les défendre. Les populations disent tout simplement à notre gouvernement que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne pouvez pas nous défendre, nous vous donnons les pistes pour que vous nous donnez les moyens, aux forces de défense et de sécurité d'assurer la sécurité de tout le monde sur le terrain. C'est ce que les populations disent. Merci. Et je termine pour dire, manipulé ou pas, les populations ont bien fait de sortir et de demander qu'on maintienne les gendarmes, on renforce leur présence là-bas, parce que c'est leur manière de vouloir gérer l'affaire en soudoyant les gens de gauche à droite, en prenant des petits volontaires du dimanche là, ça n'apporte rien. Non, la réalité des préoccupations ne souffre pas de polémique. C'est tout. En fait, ce qu'il faut, comme on l'a dit, il faut que l'État renforce sa présence à travers la sécurité et à travers l'administration. C'est tout ce qu'on demande. Merci. On continue notre plateau avec cette autre affaire de crimes économiques supposés concernant l'ex-ministre Jean-Claude Bouda, qui a été donc arrêté et déposé à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. On rappellera qu'une plainte avait été déposée par le RENLAC. Cette plainte évoquait donc des questions. Les griefs, c'est plutôt délit d'apparence et l'acceptation des cadeaux indus, etc. Alors, Ali, est-ce que c'est surprenant aujourd'hui que le ex-ministre, pas des moindres également, parce que quoi qu'on dise, il est leader important du parti au pouvoir dans sa localité et tout, qu'il soit aujourd'hui arrêté et envoyé en prison. Est-ce que cela augure d'une ère de transparence ou une volonté au sommet de donner en fait, si cela augure d'une ère de transparence et de meilleure gestion de la chose publique, Dieu merci, c'est ce que nous tous nous demandons à notre État, au gouvernement, à tout le monde. Ici, si c'est cela le désir, tant mieux. Nous saluons cela. Mais ceci étant, ce monsieur est toujours présumé innocent. Il n'a pas encore été condamné. On l'accuse d'un certain nombre de choses. On l'a déposé à la MACO. On attend son jugement pour voir réellement ce qu'il a. Parce que je ne suis pas de ceux qui tirent sur les ambulances rapidement comme ça. Ce n'est même pas dans mes ADN. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont autour de cette affaire. Ce qui, moi, m'intrigue un peu, c'est maintenant qu'après combien d'années, quand le monsieur est arrivé au gouvernement, il a fait la déclaration de ses biens. Voilà. En quelque temps, où est-ce que lui, il a eu l'argent pour construire ce qu'il a construit dans son village? Et il aurait fallu, on a attendu que le RENLAC fasse des enquêtes et pose plainte pour qu'on puisse l'attraper, alors que l'État de Burkina Faso... Mais il avait déjà apporté aussi des explications il a des au explications. niveau de la SE. Oui, il a des explications, c'est mon frère, c'est ma soeur. Vous reprenez la déclaration de ses biens, il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est mon papa qui m'a donné, c'est ma tante qui m'a donné, c'est mon oncle qui m'a donné. Bon, à son âge, il fait un peu rire. Voilà. Alors qu'il a été fonctionnaire, je rappelle qu'il a été DG de Fassotou sous la Révolution, il a été DG de Siao, il a occupé beaucoup de responsabilités. S'il n'a pas pu se construire un nid de poulailler, un poulailler, et c'est tout, c'est mon papa, ma maman, ce monsieur est un peu suspect. Ceci étant, ça c'est son problème. Peut-être que ses parents sont riches, il a hérité. Mais c'est ce qu'il a déclaré. Et brusquement, il est ministre de la Défense, il construit un château dans son village. Moi, je ne sais même pas, pour entretenir cette maison, c'est quoi? Il ne dort pas là-bas pour l'entretenir. Donc, lui-même, par sa façon de vivre, il montre aux gens qu'on doit le surveiller. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, il se trouve maintenant que le régime est en difficulté, il y a des questions de sécurité, tout le monde se plaint de gauche à droite. Évidemment, il va être le bouc, il va être l'agneau du sacrifice pour que le gouvernement se dise, bon, voyez, vous vous plaignez, mais on a envoyé un ministre qui est un ami proche même du président qui va en prison, donc ce n'est pas vous, comme ça. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, mais attendons de voir, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il ne faut pas qu'on se presse, on est au début de l'affaire. Donnons à M. Jean-Claude Bouda le bénéfice du doute qu'il ait obtenu sa maison normalement et que ce n'est seulement qu'une question de faciès. Et tout simplement, il pourra s'en sortir. Évariste Concebo. Moi, je vous étonnais, parce que j'ai participé à un débat avec le secrétaire général du RENLAC, qui lui-même disait qu'il était surpris. Et c'est par la presse qu'il a appris que M. Jean-Claude Bouda aurait été déposé suite à la plainte du RENLAC. Donc là, je suis tombé de nu. Bon. Et c'est vrai. Quand on regarde la procédure de dépôt, il y a quand même matière à réflexion. Parce qu'on se demande, c'est sous quel statut? C'est ancien ministre ou
peut-être Simple citoyen. Si c'est simple, parce qu'apparemment, la procédure, parce qu'il a été déposé par le procureur du Faso de TGI, ça, c'est une procédure peut-être qui semblerait dire que c'est le simple citoyen qui a été visé. Mais si c'est le simple citoyen, quel est l'objet? Parce qu'on n'a pas eu l'énoncé sommaire des reproches. Parce que si ça avait été donc l'ancien ministre, ça devait être le procureur général de la Cour de cassation. On sait pas. Donc attendons de voir encore, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà. Oui, d'accord, mais n'empêche que c'est quand même un ancien ministre, c'est un bon du pouvoir qui est déposé. Parce qu'il y a un signal politique qu'on veut amener ici. Non, je pense que le pouvoir peut-être a été surpris. Parce que là, contrairement, moi je ne pense pas qu'ils vont agiter ça comme étant un trophée pour montrer qu'eux, ils ne s'immiscent pas dans les... Je pense qu'ils ont dû être surpris et je pense que le pouvoir judiciaire a une fois voulu exercer ses prérogatives. Parfait, Sylvain. Est-ce que c'est la justice aujourd'hui? Beaucoup l'ont dit, la justice est indépendante et elle veut montrer aujourd'hui qu'elle existe et qu'elle est indépendante et qu'elle fait son travail. Et quand j'ai vu le communiqué du RENLAC qui avance qu'effectivement il y a eu une plainte depuis avril 2019, moi j'étais content parce que j'ai dit, bon, si c'est le délit d'apparence, alors là les juges ont du boulot au Burkina Faso. Parce qu'effectivement, voilà une loi qui a été votée, mais qui n'avait pas de... en tout cas... Pas de contenu. Qui n'a pas de contenu, mais je dirais qu'on n'avait pas encore un cas pratique de ces délits d'apparence. Voilà. Maintenant, on a un cas pratique. Mais j'invite les juges, messieurs les juges, à bien continuer ce travail-là. C'est-à-dire qu'ils ont encore des dossiers et ils n'ont même pas besoin de gratter. S'ils regardent, ils savent quoi. Voilà, ils regardent partout dans surtout que c'est l'apparence. Ils regardent dans l'administration, ils regardent partout, mais ils vont voir plein de cas. Mais je suis d'accord avec Évariste que pour le moment, on se dit que c'est le délit d'apparence, mais il faut qu'on attende de voir si c'est effectivement ça, si c'est en tant que simple citoyen ou si c'est en tant qu'ancien ministre. Et puis bon, on pourra voir. Mais vraiment, je souhaite que ce soit le délit d'apparence qui soit mis en avant. Parfait, Sylvia. Il n'y a pas que le ministre, l'ex-ministre Bouddha qui est concerné par ces cas de délit d'apparence. Il y avait aussi son collègue, Éric Bougma, qui est toujours en fonction. Sur les mêmes maisons, ils ont dû fournir des explications à la SE. Éric Bougma, c'est de l'ordre de 75 millions et Jean-Claude Bouddha, c'est de l'ordre du demi-milliard. Et il a fait une contre-expertise qui ramène à autour de 200 milliards. Bon, je pense 200 que millions, pardon. Les deux cas n'étaient pas. Enfin, c'est le cas de Manga qui était plutôt, je vais dire, emblématique. Parce que l'autre, Éric Bougma, s'en est bien tiré parce qu'il a pu donner des explications qui auraient plutôt bien convaincu les gens. Mais ici, je reviens sur mon argument pour dire, je souhaite vraiment qu'il soit le délit d'apparence. D'accord. Parce que là, les juges auront du travail maintenant. Alors, comme le parfait le dit, est-ce que c'est le début de on va dire, le début de l'enfer pour beaucoup? Non, pour moi, c'est peut-être le début du bon fonctionnement de la justice. Parce qu'à plusieurs reprises ici, nous avons dénoncé le fait que la justice ne fonctionne pas bien, qu'il y a des dossiers qui n'avancent pas. Là, en l'occurrence, ça fait quand même un an que la plainte du RENLAC a été déposée. En un an, c'est qu'il y a quand même un délai raisonnable. Parce qu'il y a d'autres dossiers qui attendent depuis des décennies qui n'avancent pas. Donc en un an, on peut dire que les juges ont travaillé correctement. Bon, première chose. Deuxièmement, ça a été évoqué. Est-ce qu'il a été déposé en tant que citoyen ou bien en tant qu'ancien ministre? Parce que les faits se seraient déroulés au moment où il était ministre de la Défense. Et il était poursuivi en tant que ministre. En tant que ministre. Or, bon, si c'est en tant que ministre, c'est la haute cour de justice qui doit le juger. Ce n'est pas un tribunal ordinaire. Non, il n'est pas jugé pour le moment, il est juste déposé. Oui. C'est le dépôt d'abord. Même le dépôt pose un problème. Voilà. Donc, ce sont des éléments pour l'instant qui nous échappent. On ne sait pas très bien, à quoi ça va. Le parquet n'a pas communiqué dessus, c'est le RENLAC qui a estimé qu'il y avait une plainte. Voilà, on ne sait même pas. Mais en même temps, vous êtes tous des hommes des médias, vous avez des réseaux, des sources. En même temps, on évoque aussi des questions militaires. Est-ce que ce n'est pas lié à des questions militaires? Ça, alors, j'ai entendu ce bruit-là aussi, ces rumeurs, je me suis renseigné, mais c'est de n'importe quoi. Une procédure de passation de marché
ailleurs, c'est d'ailleurs aussi corsé. Mais dans l'armée, c'est encore pire. Ouais, il y a beaucoup de C'est-à-dire, j'ai entendu des gens dire oui, c'est une commande qui n'a pas été livrée, mais ce n'est pas possible. D'accord. Alors, on En va fait, aller très rapidement. Évariste, pour terminer sur ce l'histoire sujet. des procédures compliquées au niveau de l'intendance militaire ne justifie pas que c'est la transparence. Parce que vous savez très bien que dans nos pays sous nos tropiques, les dépenses militaires sont extrêmement vulnérables au détournement. Parce que font l'objet de très peu de contrôle. Et récemment, le contrôleur général Luc Ibriga a demandé même... Ils ont refusé? Oui, a refusé. Donc, attention. C'est pas parce que vous avez beaucoup de procédures que c'est transparent. D'accord. Merci à vous. On va continuer de suivre dans tous les jours à venir parce qu'on n'est pas suffisamment informé sur l'objet de cette arrestation. On n'a pas vu officiellement la notification. Il y a eu des éléments, des faisceaux, d'accusation mais jusque-là, on n'en sait pas grand-chose. On va terminer rapidement au plan national avec la situation du Covid-19. Très rapidement, on remarquera seulement qu'il y a eu des baisses. Aujourd'hui, on a toujours 53 décès, heureusement. Donc, actifs, on a 71 personnes seulement qui sont aujourd'hui encore sous les traitements, donc qui sont actives. Les guéris, on a 729, 853. Dernièrement, donc, les derniers résultats, le dernier bilan fait cas de 6 nouvelles contaminations, dont 3 importées et 3 de sources communautaires. Donc, on peut dire que les choses avancent bien, mais il y a quand même des débats sur la question, vous savez tous, c'est l'école qui va s'ouvrir. Mais c'est aussi le couvre-feu. Très rapidement, une seconde dessus. Oui, bon, c'est bien que ce sont des chiffres qui sont encourageants. Depuis plusieurs semaines, d'ailleurs, on constate qu'il y a une baisse des contaminations et une augmentation des guérisons et puis une baisse aussi des décès. C'est une tendance qui est positive et qui se consolide de semaine en semaine. Bon, c'est que c'est un peu très compliqué d'avoir une vue globale de ce problème-là. Bon, moi, j'ai demandé des éléments au niveau du ministère de la Santé, je n'ai pas encore reçu. Parce qu'il faut qu'on sache la tranche d'âge, le nombre de personnes qui sont rentrées à l'hôpital avec des précédents sanitaires. Et tous ces éléments-là, ça permet d'avoir une vue globale. Il y a une étude... Il y a des éléments désagrégés de tout ça. Oui, d'accord. Moi, je suis preneur. Ce n'est pas rendu public, parce que j'ai demandé. Ça existe. Moi, j'ai C'est fait pas rendu public, mais ça existe. D'accord. Oui, mais il dit que lui, il n'a pas reçu. Moi, j'ai fait ma demande. C'est pas rendu public. Voilà, on ne me l'a pas encore communiqué. Mais la loi autorise que l'accès aux sources, à l'information publique, donc il faut appliquer simplement les démarches qui s'y est. Ouais. Bon, moi, sur la question, je voulais d'abord remarquer comme Vokuma qu'il y a une décrue dans la pandémie à Covid-19. Il y a moins de contamination, beaucoup plus de guérison. Et c'est le lieu bon de saluer l'ensemble des Burkinabés qui, contrairement à ce que les gens pensent, font attention à la maladie, ils font très attention. Vous rentrez dans n'importe quel cours aujourd'hui, il y a de l'eau qui est là, on se lave les mains, on fait attention et tout ça. Il faut saluer aussi les médecins qui travaillent, le gouvernement également, qui après un certain tâtonnement a réussi quand même à redresser un peu la barre de ce côté. Il faut saluer ce qui est en train de faire et puis espérer que nous sommes dans la décrue de façon irréversible et qu'on arrivera un jour ou l'autre, le plus rapidement possible d'ailleurs, au cas zéro pour notre pays, et puis afin que le pays reprenne sa marche normale, parce que cette maladie à Covid-19, à mon avis, est devenue peut-être un petit prétexte pour essayer de mettre un certain nombre de choses sur le boisseau, et ça, il faut qu'on en... Parfait, Silga, un des secteurs aujourd'hui qui reste suffisamment sous la question, c'est plutôt l'enseignement. Le gouvernement a arrêté un calendrier pour l'année académique, donc disons pédagogie académique, mais il y a quand même des bruits autour. Les syndicats, lors d'une dernière rencontre, ne sont pas d'accord. Ils estiment que c'est un recul, si on s'en tient aux propos, c'est un grave recul, un recul grave et qui pose les bases du saccage de la qualité du système éducatif. Bon, évidemment, quand vous regardez les syndicats qui ont fait la déclaration, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas surpris par le ton. C'est le ton qui a toujours été utilisé. Ils ont toujours posé des conditions pour la reprise et tout. Mais évidemment, le gouvernement a avec lui d'autres syndicats qui s'engagent à l'accompagner. Mais je crois que c'est comme on l'a toujours dit. Le gouvernement a pris une mesure qu'il juge responsable pour la reprise des cours avec les examens et tout. Les examens et tout. Maintenant, on va juger sur pièce, c'est-à-dire qu'à la fin, on va devoir juger. Mais cela n'empêche pas
qu'on prenne des mesures d'accompagnement pour la suite du processus. Parce qu'évidemment, il y a un certain nombre d'enseignements qui ne vont pas être assurés pour toutes les classes. Donc, comment ces enseignements vont être rattrapés l'année prochaine? Voilà, ce sont effectivement, des le gouvernement n'a essentielles. pas dit grand-chose là-dessus. Voilà. Certainement, c'est Pour le des choses moment, qui vont se régler. Voilà, ce sont des choses essentielles à régler au cours de l'année qui vient. Évariste C'est important. Conseil. Non, je pense que sur cette question... Nous sommes en train de sortir de la crise sanitaire. Non, ça on l'avait dit. Avons-nous gagné la guerre Je sanitaire? vous ai dit que le professeur Luc Montaigne a dit que même si on ne faisait rien, on allait en sortir. Donc maintenant, si Avec on les arrive- dégâts qui vont si avec. on arrive à sortir pour l'Afrique, bon, maintenant... Oui, mais avec tous les dégâts qu'il Non, fallait. blague à part. Nous sommes en train de sortir Mais dans si la c'est logique. si c'est la L'évolution prescription des qu'il a fait à son statistiques. pays, bravo à lui. L'évolution en fait des statistiques suit quand même un sens quand même, une courbe un peu logique, plus ou moins logique. Donc il n'y a rien à dire. Il faut souhaiter que ça se consolide. Maintenant, c'est vrai que par rapport donc à la reprise à la gestion donc de la reprise des après Covid, notamment l'école, je pense que le gouvernement quand même a été un peu prudent par rapport donc à la reprise. On a vu qu'ils ont scindé. Mais moi en fait c'est vrai, j'ai vu le syndicat qui est sorti. Pour une fois, moi j'aurais voulu quand même que le syndicat fasse quand même concrètement une contre-proposition pour qu'on puisse, parce que c'est... Bon, Mais les syndicats ont posé un problème de choses, de préalables pour eux. oui, mais les Il faut préalables, d'abord c'est des que les questions préalables soient financières. résolus, ce sont des questions salariales. c'est salariales, Alors bien que sûr. là c'est quand même, moi, c'est les aspects techniques qui... Bon, faut pas quand même, c'est vrai que c'est lié, mais moi, pour une fois, on aurait voulu quand même voir leur sortie sur le plan technique. Parce que les questions financières, ça ne peut pas se régler immédiatement. Si bien que moi, j'ai un peu de doutes, parce que c'est vrai, même la liste des examens, on les a eus, le calendrier était réaménagé, mais est-ce que tous les acteurs vont jouer le jeu pour que les examens puissent Là est avoir toute la question. Toute la question. Juste sur la question technique, là, effectivement, c'est le gros souci. On a vu au départ le ministre Ouaro demandant une fréquence pour une télévision ou une radio. Une radio. Bon, on avait dit sur le plateau aussi que ça n'allait pas fonctionner. Et heureusement, ils se sont rabattus sur les radios existantes pour donner un certain nombre de coups. Mais cela demande la présence encore. Cela demande encore la présence d'une personne connaissante à côté de l'enfant. Un enfant dont les parents ne comprennent pas, et cet enfant à la radio et tout. Bon, j'ai écouté une émission, j'ai vu que les enseignants faisaient des efforts pour expliquer tout, j'ai compris leur volonté, mais ça ne remplace pas la classe et c'est assez difficile. Oui, parfait, vous voulez dire juste quelque chose? Sur le Covid, je pense qu'il y a intérêt à ce qu'on renforce la sécurité au niveau des centres de confinement. Parce que quand vous regardez, quand vous regardez les bilans journaliers, on a toujours des cas importants. Ça veut dire que dans la gestion de ces cas-là, il y a encore des soucis. Merci, merci. On va terminer avec l'international. On est vraiment pris par le temps. C'est le cas, le dossier Gbagbo Laurent et Blé Goudé. On a vu qu'il y a eu une sorte de remise des restrictions qui avaient été imposées par la CPI. Donc aujourd'hui, ils sont libres de pouvoir aller là où ils veulent, donc vivre de tout mouvement. Ils ne sont pas tenus aujourd'hui de passer une semaine pointée, et encore moins de donner tout simplement leur position. Mais il reste que là où ils vont aller, ils doivent pouvoir donner leurs adresses aux autorités et ils doivent pouvoir répondre chaque fois que la CPI, parce qu'il y a le procès en appel qui attend. Oui, ils sont acquittés depuis janvier 2019. Il faut rappeler ça. Oui. Janvier 2019. Mais on leur dit, vous ne bougez pas de là. Bon. Puis il y a eu toute cette manigance-là. Et puis finalement, on dit, maintenant, vous pouvez quitter là où vous voulez. Mais ils ne sont pas encore totalement libres. Je crois que la CPI se discrédite dans cette affaire. Oui. Soit ils sont coupables et on les condamne, soit ils sont innocents et ils sont acquittés. Ils doivent être libres d'aller là où ils veulent, retourner dans leur pays. Parce que leur avenir, ce n'est pas dans d'autres pays, c'est dans leur propre pays. Et ce à quoi on assiste, c'est vraiment lamentable de la part de la CPI, de dire oui, voilà, vous pouvez quitter, mais il faut que vous donnez vos adresses. Est-ce qu'on peut y penser sérieusement que Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont fuir, je ne sais pas, disparaître quelque part et ne pas répondre aux convocations? Mais ce sont les principes de la justice. Oui, non, quand on est en liberté... Oui, mais on n'a qu'à leur donner la liberté totale. C'est quoi cette liberté encore restrictive, conditionnelle, comme s'il y avait quelque chose à faire? Non, il y a un appel qui a été fait. On va attendre le procès, mais en attendant, quand quelqu'un a été acquitté, mais il a acquitté.
Alors, est-ce que c'est donc la question, le volet purement politique de ce procès et de cet acquittement qui n'en est pas un, finalement? Non, c'est un arrangement, c'est pas le droit, ça c'est la politique. L'acquittement, c'est le droit. Parce que quand vous voyez, c'est vrai, mais c'est le début. C'est vrai qu'ils ont été blanchis totalement de tout ce qu'on leur reprochait pendant un procès de plus de 8 ans ou 7 ans. Maintenant, on leur dit, vous êtes libre, mais avec des conditions. Mais il y a un appel. Oui, malgré, mais il y a des garanties quand même. Il y a quand même l'appel et ils ne vont pas disparaître, comme on le dit. De toute façon, c'est une interprétation, mais ce qui est sûr, même s'ils avaient la liberté sans condition, dans le contexte actuel, n'oubliez pas qu'ils ont déjà été condamnés dans leur propre pays. Donc, c'est la croix et la bannière. On va rappeler que Gbagbo a 20 ans. Oui, c'est la croix et la bannière. Blé Goudé, 20 ans par contre. Gbagbo, c'est pour la casse de la BCAO et Blé Goudé, c'est pour des crimes contre l'humanité. Ça, c'est un problème avec la justice ivoirienne. Justement, la question est politique. Les partisans de Gbagbo Laurent savourent la victoire et le retour probable donc, au pays. Il en est aussi même de certains anciens ennemis de la scène politique ivoirienne. Henri Konan Bédié a dit que nous savourons collectivement cette immense joie car nous tenons désormais l'une des clés de notre réconciliation nationale. Est-ce que ça aussi, il y a aussi l'enjeu politique qui pourrait peut-être ne pas permettre à Blé Goudé ou à Gbagbo de pouvoir être en Côte d'Ivoire? Alors si depuis janvier 2019, Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas libres de tout mouvement, c'est qu'on est en plein dans la politique. C'est-à-dire, j'ai toujours dit ici, c'est la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire qui guide tout ce qui se passe à la CPI. Ben, je peux ne pas avoir des éléments, mais je le dis quand même. Mais est-ce qu'on en a besoin à la CPI encore, puisqu'ils sont déjà condamnés chez eux au pays? 20 ans, c'est suffisant pour aller au-delà de 2000. Mais oui, mais quand depuis un an, on vous balance comme ça, ben, écoutez, vous ne pouvez pas savoir, vous n'êtes pas sur une position précise là. Avouons que ça ne vous permet pas d'être libre partout. Et j'ai dit, la chose la plus importante, quand Bédié parle, il sait pourquoi il dit. Parce qu'on a toujours dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 baobabs. Et quand 2 baobabs arrivent à s'associer, le troisième tombe. D'accord. On va prendre notre premier téléspectateur qui nous appelle donc de Ouagadougou, Ilboudo Lamoussa François, qui veut intervenir sur l'affaire des 12 morts de Tanwal Bougou. Bon, excusez-moi, je vais demander indulgence. Je vais changer de sujet parce que j'avais choisi ce sujet-là à polémique parce que je n'avais pas un autre sujet. Mais je vais parler plutôt du coronavirus parce que moi je suis ancien et ça m'intéresse. D'accord, allez-y. D'accord, allez. Voilà. Et maintenant, pour revenir sur la situation des anciens dans cette histoire de coronavirus, moi je suis ancien vacataire et la proposition que le gouvernement a faite pour qu'on puisse reprendre les cours est sans technique. Imaginez-vous que les professeurs vacataires, depuis 2 à 3 mois, n'ont pas perçu leur salaire. Et il y a un comité qui est allé voir le ministre et le ministre a promis de leur revenir. Et en dehors de tout ça, on reprend les cours dans ces conditions où le professeur vacataire, c'est-à-dire est totalement désœuvré. Il ne sait même pas vers qui se tourner. Mais on demande à ce qu'on... Et quand vous avez écouté le ministre ce matin sur une radio de la place, si vous êtes professeur vacataire, la seule envie qui vous vient, c'est de pleurer. Parce que c'est comme du mépris. C'est-à-dire, pour lui, comme il avait dit par le passé, il n'a pas pris un engagement avec les professeurs vacataires, comme ils sont du privé, mais il reconnaît que c'est le monde le plus important. Monsieur Lamoussa, il faut peut-être nous mettre à niveau. L'engagement, c'était quoi? Les vacataires qui nous, on demandait un accompagnement, parce que ça fait 3 mois qu'on n'a pas perçu nos salaires pour la majorité, je ne parle pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de vacataires, ça fait 3 mois. C'est-à-dire que quand on a décidé, ça veut dire la fermeture des classes, on nous a envoyé chez nous comme ça. Monsieur Lamoussa, peut-être que vous allez nous éclairer un peu plus. Le vacataire, c'est qui? L'enseignant vacataire, c'est l'enseignant du privé qui travaille par contrat. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui émergent par heure. Il y a d'autres qui signent des contrats en CDD. Ça veut dire à durée déterminée. Chaque fin d'année, ils sont obligés de signer un autre contrat pour enseigner les enfants. Voilà, et quand on parle du vacataire, c'est ça.
Okay. Mais les moins nantis, c'est ceux qui signent par heure, parce qu'eux, ils n'ont réellement pas de contrat du tout. Oui. Et dans cette situation, quand il y a eu le problème du coronavirus, ces gens sont renvoyés chez eux sans salaire pendant 3 mois. Malgré leur contrat, c'est ça? Oui, malgré. Je vous ai dit qu'il y a 2 cas. Il y a ceux qui ont des contrats en CDD chaque année, et il y a d'autres qui signent par heure, qui n'ont pas de contrat avec ces établissements. C'est-à-dire qu'ils signent 2000 pour ceux qui sont, les 2500 pour les plus chanceux, ou 2000 pour, et 2000 pour les moins chanceux, et même moins pour ceux qui, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais tous ces gens-là sont envoyés chez eux, pour la plupart sans salaire. Ok, d'accord. Et il y a d'autres qui tiennent des classes d'examen. Et on décide de prendre l'année scolaire sans un minimum d'accompagnement. Alors qu'ils ont des problèmes de loyer, ils ont des problèmes de facture. Est-ce que c'est un État qui réfléchit? D'accord. Merci, M. Lamoussa. Mais dernière question, pour nous éclairer davantage, qui devait accompagner qui? Est-ce que les fondateurs, les fondateurs ou le gouvernement? Oui, les fondateurs ont rejeté la balle sur le gouverneur. Ils ont dit, comme c'est le gouverneur qui a décidé la fermeture des classes, alors qu'ils n'avaient pas récupéré tous les frais de scolarité, donc ils ne sont pas en mesure pour la plupart de payer. Donc c'est le gouvernement qui va assurer. Et le gouvernement aussi a renvoyé la balle sur les fondateurs. Merci beaucoup, M. Lamoussa. En fait, réaction? C'est un cas très pratique. Ça veut dire que dans les écoles privées, il y a des enseignants qui viennent donner des cours et qui sont payés à la tâche. Voilà, qui sont payés à l'heure. Il y a d'autres qui ont signé des contrats. Alors pour ceux qui sont payés à la tâche, ici, il n'y a pas de coût. Oui, ils n'ont rien. Voilà. Bon, il y a d'autres aussi qui ont signé des contrats, 1 année, 2 années. Et bon, maintenant, comme l'école est fermée, bon, les fondateurs disent que ce n'est pas nous qui avons fermé l'école, c'est le gouvernement qui a pris les décisions. Il faut que le gouvernement essaie de voir, parce que nous n'avons pas pu récupérer l'ensemble des frais de collage des enfants, donc nous ne sommes pas en mesure de vous payer. Je crois que c'est ce problème que M. Lamoussa a dit. Le gouvernement devrait intégrer cette donne-là dans le package pour la relance des cours. C'est en cela que le... Est-ce que ça ne paraît pas quand même un peu bizarre cette affaire, qu'il y ait un contrat entre un établissement et un enseignant et que c'est le gouvernement qui vienne payer par la suite? Non, en fait, en réalité, parce que le côté pédagogique, là, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Parce que les cours qui n'ont pas été faits, là, doivent être rattrapés. Le gouvernement n'a pas proposé un calendrier de rattrapage. C'est ça qui me gêne. Or, si ce calendrier avait été proposé, ça réglait en même temps cette question-là. C'est-à-dire que les vacataires allaient pouvoir assurer les cours qui n'ont pas pu assurer dans l'année. Et remplir le volume horaire. Le volume horaire qui n'ont pas pu en même temps. Les classes intermédiaires ou toutes les classes? Les classes intermédiaires ou les mêmes. Puisque les classes d'examen, le gouvernement a réquisitionné les enseignants. Donc, mais pour les classes intermédiaires. Mais parce que c'est fondamental. Quelqu'un qui va quitter le CP1 ou le CE1, qui va aller dans une classe supérieure, qui n'a pas fini le programme précédent, moi j'ai bien peur qu'effectivement son niveau ne baisse. Oui, d'accord, ça c'est la question du niveau, mais la question des vacataires ici, c'est le non, mais ça règle en même temps. Oui. C'est-à-dire que s'il y avait un programme qui disait, voilà, à partir de telle période, on va instituer une période de rattrapage des cours qui n'ont pas pu être assurés, à ce moment-là, ça rattrape. Oui, on absorbe le volume horaire qu'il fallait. En même temps, et les vacataires aussi, comme les autres aussi, pourront travailler et récupérer leur salaire. Et les fondateurs aussi vont pouvoir recouvrer la totalité de l'argent, parce que en plus, j'ai fini, il y a des parents qui avaient payé la totalité de la scolarité. Maintenant que les cours n'ont pas lieu, est-ce qu'on les rembourse ou pas? Non, ça c'est un débat. D'accord. C'est le même débat. Il y a des gens aussi qui n'ont payé que la moitié. C'est déjà payé. Voilà. Le problème qu'il pose se retrouve dans les autres secteurs, y compris même les commerçants qui ont dû fermer. Et récemment, on a vu Air Burkina qui a mis son personnel au chômage technique. Donc, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de recettes pour assurer, donc il faudrait qu'on fasse quoi? L'État n'a rien à voir dans ça, en fait. Mais l'État, peut-être au niveau macro, ça fait partie des mesures d'accompagnement qui avaient été voilà. décidées. D'accord. Alors, on va parfait rapidement. On a notre troisième téléspectateur, M. Ouedraogo Seydou, qui appelle de Ouagadougou, sur l'affaire de 12 morts de Tanwalbougou. M. Ouedraogo. Oui, bonjour, M. Lukman. Bonjour. Par rapport à cette question, bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais bon, je voulais dire simplement par rapport à la marche des populations. Des populations de Tanwalbougou. Il faut reconnaître que
ce n'est même pas la population de Tawalougou seulement, c'est toute la zone de l'Est. Je dirais que cette zone de l'Est-là doit beaucoup au Congolais. Parce qu'au-delà du terrorisme, il y a un phénomène insécuritaire qui prévalait il y a très longtemps, mais grâce à l'efficacité du Congolais, alors la zone est restée paisible jusqu'à ce que les terroristes s'introduisent pour autre chose. Bon, donc ça c'est une parenthèse. Et maintenant, par rapport effectivement à la manière ou bien à la stratégie de lutte contre le terrorisme de l'ORDS, bien avant ça, juste une petite parenthèse, je dirais que le fait de supprimer la peine de mort là, moi je pense que M. Ali Compaoré devrait s'en réjouir si c'est dans l'optique de faire venir M. François Compaoré pour la manifestation de la vérité, pour son confrère qui a été trucidé de la manière la plus abjecte possible. Donc, il devrait s'en réjouir pour ça. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Maintenant, remarquez quelque chose. On prend simplement le cas, je prends deux cas. Le cas du Tchad et le cas des États-Unis. Lorsqu'il y a eu la dernière attaque qui a pratiquement éliminé un grand nombre de soldats tchadiens, le président a pris les avant-postes et ils sont rentrés, c'est-à-dire, ils sont rentrés jusqu'au Nigeria et ils ont fait comme bilan, ils ont éliminé au moins 1000 terroristes. Vous voyez ici que... Bon, ce chiffre a été revu quand même. Monsieur Ouedraogo, ce chiffre a été revu quand même. Hein. On est d'accord qu'il y a eu beaucoup de morts qu'ils ont fait, mais les 1000 là, c'est un chiffre qui avait été trop gonflé, quoi. Bon, moi je m'en tiens au chiffre officiel. C'est le président qui a dit qui s'est exprimé sur la question, donc je m'en tiens au chiffre officiel. Non, c'est pour dire que pour le terrorisme là, et citant le cas des États-Unis, vous voyez bien que dans l'arsenal juridique classique des États-Unis, on n'intègre même pas le terrorisme. Voilà, le terrorisme, on le traite de façon exceptionnelle. Voilà pourquoi on ne veut même pas de terroristes et que les terroristes soient jugés sur le territoire américain. Vous voyez, c'est un cas exceptionnel. Donc pour nous, ici, au Burkina, oui, ça c'est vrai, on a supprimé la peine de mort, on comprend. Mais face au terrorisme, moi je pense qu'il faut les traiter de façon aussi exceptionnelle comme ça se fait ailleurs. On n'a pas besoin, on a toujours reproché à nous, notre armée là, d'agir par réaction. Sur le plateau ici, combien de fois cela a été dénoncé? Je ne peux pas compter le nombre de fois. Alors, prendre les devants, à travers le renseignement, infiltrer ce réseau-là pour pouvoir les recueillir un à un et les trucider après, avant le jugement. Bon, c'est vrai, c'est critiquable, mais moi je pense qu'il faut prendre les devants. C'est ce que je voulais dire. Merci et bonne journée. Merci monsieur Ouedraogo. Une petite... sauf seulement pour dire que ce n'est pas l'apologie des exécutions qu'il faut faire. Ce qui est dit ici, c'est que dans l'état de droit, il y a des procédures, toutes choses. Et sur un terrain d'opération, de combat, c'est différent également d'une arrestation qu'on fait d'un civil qui ne présente pas. Voilà, on voulait seulement dire... Oui, très rapidement. Non, en fait, je voulais juste dire que pour le cas des terroristes qui sont pris sur le champ de bataille, les armes à la main, vous n'entendrez personne se plaindre de leur mort. Hein. Voilà. Personne. Voilà. Mais maintenant, quand on prend des présumés coupables dont on n'a pas encore les éléments de preuve et qu'on les retrouve dans une situation qui s'apparente à des situations d'exécution sommaire, il faut le dire, ben là, ça pose problème parce qu'on ne connaît pas les critères qui ont été élaborés et pour s'assurer et être sûr que on n'a pas pris des personnes innocentes à les trucider. C'est ça, en fait. C'est ça le débat. Je voulais seulement ajouter un petit élément pour que les gens... On est au terme de l'émission. Oui, pour que les gens... Juste une minute, pour que les gars comprennent. Une seconde, pas parce que quand on a demandé, puisqu'il a fait allusion au dossier François Compaoré, lorsque l'État du Burkina Faso a demandé l'extradition de François Compaoré, la France a dit, nous n'extradons pas un individu dans un État où on applique la peine de mort. Donc, les temps suivants, nous avons aboli ici la peine de mort. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas que je dois me... Non, je ne me réjouis pas de ceci ou de cela. Merci Ali. Je trouve seulement qu'il y a une incohérence dans notre gouvernance judiciaire. Merci Ali. Il faut préciser que le processus engagé par les organisations de défense des droits de l'homme pour que le Burkina intègre
le mouvement abolitionniste mondial n'a pas commencé en Voilà. 2015 à côté, cela a commencé depuis bien longtemps. Voilà, donc merci à vous qui nous avez suivis. J'étais donc avec Parfait Silga qui est journaliste et analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et également premier porte-parole du FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Vokuma Joachim, il est directeur de publication de Cassetto.net. On attend à Cassetto.net tout ce qui s'est passé à l'Est. Voilà, sur les deux rois sites. D'accord, on aura l'occasion. Et puis Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste, cadre aujourd'hui au ministère de la Communication. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.